bienvenue sur le podcast Ménopause et Renaissance. Je m'appelle Isabelle Kerr et je suis professeure de yoga spécialisée en yoga hormonal et en ménopause yoga. C'est avec un immense plaisir que j'ai créé ce podcast car je sais, pour en être passée par là, à quel point cette transition de la ménopause peut être déstabilisante pour nombre d'entre nous, que ce soit sur le plan physique, émotionnel ou encore mental. Et pourtant, je reste persuadée que ce chapitre de notre vie peut également s'avérer être une merveilleuse aventure vers la connaissance de soi. Dans ce podcast, je partage avec toi des conseils bien-être adaptés, conseils délivrés aussi par des invités expertes dans leur domaine, où nous parlerons yoga, nutrition, santé, beauté, mode et bien d'autres choses encore, afin que toi aussi, tu puisses vivre une merveilleuse renaissance. Alors, bonne écoute! Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast. Alors aujourd'hui, nous allons voyager un petit peu grâce à Christine Villarmé, qui est consultante en Ayurveda. Donc l'Ayurveda qui est une médecine traditionnelle indienne, qui est une vieille médecine traditionnelle indienne, puisque, à moins que Christine me contredise, il me semble qu'elle a plus de 5000 ans. Et donc, je suis absolument ravie de l'accueillir aujourd'hui sur le podcast parce que c'est un sujet qui m'intéresse énormément. Et d'ailleurs, dans ma formation de ménopause yoga, il est question aussi d'Ayurveda. On en parle. Alors, bien sûr, on en parle par touche. Donc, c'est pour ça que je suis vraiment ravie d'accueillir Christine qui va pouvoir nous en dire un peu plus aujourd'hui. Et donc, Christine, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Tout d'abord, bonjour et bienvenue à toi. Merci d'avoir accepté mon invitation. Et pour démarrer, je vais te demander, est-ce que tu peux te présenter et aussi nous dire pourquoi tu t'es intéressée particulièrement à l'Ayurveda? Bonjour Isabelle, alors bien sûr, bonjour à toutes je suis très heureuse de participer à cet épisode de podcast sur l'Ayurveda. Donc je m'appelle Christine Villarmé, je suis consultante en Ayurveda sur Brest, en Bretagne, et également en ligne. Moi j'ai 47 ans et j'ai également 2 petits garçons, donc de 8 et 11 ans. Pourquoi je me suis intéressée à la Ayurveda? Eh bien, en fait, au début, j'étais coach sportif depuis de nombreuses années et je coachais individuellement mes clients, puisque on dit comme ça. Et je voulais trouver une alimentation qui soit individualisée pour ces différentes personnes. Donc, je me suis tournée vers le BTS diététique. Je trouvais que ça ne correspondait pas à ce que je recherchais. La naturopathie ne correspondait pas non plus à la vision que j'avais, parce que j'étais persuadée qu'il existait, je ne connaissais pas l'Ayurveda, mais moi j'étais persuadée qu'il existait une façon de s'alimenter bien spécifique pour chaque type de personnes que j'avais en face de moi, et surtout des femmes. Et j'avais mon premier petit garçon déjà et j'allaitais mon second. Et en pleine nuit, je suis tombée sur une émission qui passait sur une chaîne qui n'existe plus maintenant. Donc c'était en 2015. Et je suis tombée sur une émission qui s'appelait Yogi Cameron. Et là, j'ai été complètement subjuguée par l'Ayurveda. Et je me suis dit, ça a été vraiment un coup de foudre. Donc à partir de là, je savais que j'avais trouvé ce que je cherchais depuis, parce que c'était une interrogation que j'avais depuis au bien 15 ou 20 ans. Et j'en ai parlé à mon conjoint, sans rien lui dire. Je lui ai montré l'émission qui était rediffusée un autre soir sur une autre chaîne. Je m'étais arrangée pour qu'il le voie. Et là, lui m'a dit, mais c'est ça que tu cherches. C'est ça que tu dois faire. Et du coup, à partir de là, j'ai commencé à me renseigner pour des centres de formation et pouvoir commencer mes études en Ayurveda. Voilà toute l'histoire. C'était un Donc, vrai coup de foudre, quoi. oui, voilà, ça a été la révélation en fait. Tu sentais qu'il y avait quelque chose enfoui en toi et rien ne répondait finalement à tes attentes. Exactement. Écoute, et alors, est-ce que tu peux justement nous expliquer en quelques lignes, parce que l'Ayurveda est un sujet très vaste, mais est-ce que tu peux nous expliquer justement ce que c'est et ses grands principes?
Alors effectivement, l'Ayurveda est la plus ancienne médecine au monde à l'heure actuelle, avec bien sûr des textes écrits. Parce que si on se réfère à ça, il y a aussi la médecine amazonienne, par exemple, ou ce type de médecine, mais avec des écrits, c'est le plus ancien. Alors, on est sûr que ça a au moins 3000 ans par rapport aux dates de texte, mais la tradition védique et indienne font remonter des fois l'Ayurveda à plus de 10 000 ans. Donc après, là, on ne pourra pas exactement savoir ce qu'il en est, mais ça a au moins 3000 ans. Donc effectivement, c'est une médecine qui est antérieure à la médecine chinoise. Et les grands principes de l'Ayurveda, c'est l'observation de la nature que l'on a autour de nous et surtout de comment faire pour maintenir l'être humain à l'équilibre dans cet environnement. Alors bien sûr, au départ, environnement naturel, mais ça peut être aussi maintenant un peu plus étendu à l'environnement social, professionnel, etc. Donc, on se réfère à la nature qui est régie par certaines lois et on va pouvoir observer comme ça les effets de la nature, par exemple le changement des saisons, sur notre corps. Tout simplement parce que nous sommes un écosystème qui est vraiment à l'image de la nature. Donc, il y a les mêmes éléments naturels en nous, donc l'eau, la terre, le feu, l'air et l'espace, et que l'on retrouve chez nous. Donc forcément, il va y avoir un rapport de cause à effet entre l'extérieur et l'intérieur. C'est pour ça qu'on dit qu'en Ayurveda, l'être humain est un microcosme à l'image du macrocosme. Et il va y avoir toujours cet effet de question-réponse, en définitive, entre l'environnement naturel et ce qui se passe dans notre corps. Donc, il y a ces 5 éléments qui vont se structurer 2 par 2 en dosha. Donc, ce sont des énergies vitales, en définitive, pour faire simple, qui vont régir et chapeauter le fonctionnement organique, mais pas seulement, le fonctionnement également psychologique de la personne. Voilà ce qu'on peut dire sur ces grands principes. Je trouve c'est extrêmement intéressant parce que aujourd'hui, dans nos mondes modernes, c'est vrai qu'on est déconnecté de la nature et des cycles en fait, des cycles naturels de la nature. Et donc, c'est comme si c'était 2 entités différentes. Il y avait la nature et les êtres humains, et on ne fait plus cette relation entre les deux, et on ne se considère plus comme faisant partie en fait intégrante de cette nature. Et ça, je trouve que c'est très intéressant de revenir à ça. Ça nous fait prendre vraiment conscience de l'importance de vivre en fonction de cette nature. Et d'ailleurs, dans mon programme, la Ménopause Academy, eh bien, on va dire que la vie de la femme est un petit peu régie de cette manière-là, puisque au printemps, c'est le moment de l'éveil de l'enfant, de la naissance, de l'éveil. L'été correspond plutôt à cette énergie de feu. Tu nous en diras plus tout à l'heure, cette énergie Pitta où on va venir créer notre vie de famille, créer notre vie professionnelle. Donc, on est dans une énergie assez puissante. Puis arrive l'automne, cet automne qui alors donc je réfère à la ménopause qui vient nous entraîner doucement dans cette transition. On va commencer à lâcher tout ce dont on n'a plus besoin, donc comme les feuilles des arbres. Et enfin arrive l'hiver, qui n'est pas du tout une saison triste comme on pourrait le penser, mais c'est plutôt une saison pour se reconnecter à soi et faire cette pause si nécessaire au moment de la ménopause, pour arriver ensuite au printemps à nouveau. Et là, c'est ce qu'on appelle donc le deuxième printemps, qui est souvent cité dans les philosophies orientales. Donc, je trouve ça très intéressant. Et tu nous as donc parlé très brièvement donc des doshas, et j'aimerais te demander, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots ce qu'est un dosha? Parce que bien sûr, quand on parle Ayurveda, tout de suite, c'est le mot qui vient en association, et en quoi cela peut entraîner des problèmes de santé si ces doshas ne sont pas en équilibre. Oui. Alors, donc, comme je vous disais tout à l'heure, comme je te disais Isabelle, en fait, les doshas
sont des énergies vitales qui combinent les éléments naturels. Donc, Vata va combiner l'air et l'espace. Donc, c'est une énergie vraiment de mouvement dans le corps. Tous les mouvements, aussi bien les mouvements qui sont automatiques, comme la pulsation cardiaque, par exemple, la circulation du sang, comme les mouvements volontaires, les contractions musculaires, par exemple. Il y a également ensuite le dosha Pitta, qui est vraiment une énergie de feu, puisqu'il y a l'élément feu et l'élément eau qui sont combinés. Et c'est une énergie de transformation. Donc, c'est vraiment en lien avec le métabolisme et le système hormonal, notamment, mais pas seulement. Et ensuite, il y a l'énergie Kapha, qui est combinée au éther. Donc là, si vous visualisez bien au éther ensemble, ça crée une sorte de boue, donc de glaise. C'est vraiment la matière dans le corps. C'est tout ce qui compose le corps en termes de tissu. Donc ça, c'est ce qu'on peut dire effectivement sur chaque dosha. Le mot dosha signifie au départ défaut. C'est un mot sanskrit qui signifie défaut. Donc c'est là où on pourrait se dire, mais du coup, ça signifie défaut, c'est que c'est pas forcément des choses très positives pour l'organisme. En fait, c'est pas tout à fait le cas. Ça devient un défaut lorsque nos doshas s'écartent trop loin de la constitution de naissance. C'est-à-dire, pour expliquer cette constitution de naissance, on a tous les 3 doshas à l'intérieur de notre corps, et dans des proportions complètement différentes. Et surtout, ce qu'il faut bien comprendre, c'est lorsqu'on dit de retrouver les doshas à l'équilibre, ça ne veut pas dire de mettre les 3 doshas sur le même pied d'égalité. Si vous avez une jauge un petit peu comme ça ne veut pas dire que Vata, Pitta et Kapha sont à 33% à peu près égaux dans le corps. C'est de revenir à ce qu'ils étaient au moment de la conception, au moment de la naissance. Puisqu'on dit en Ayurveda que c'est à ce moment-là, au moment de la conception, que les doshas vont se fixer, se déterminer dans le futur être humain en devenir. Donc, par exemple, quelqu'un qui a beaucoup de pitta dans l'organisme au départ, lorsqu'il se déséquilibre, par exemple, au moment de la ménopause en vata, ça ne veut pas dire qu'il faut ramener pitta et vata et kapha à l'équilibre 33%, 33%, 33%, mais qu'il faut en définitive abaisser vata le plus possible pour que Pitta puisse à nouveau retrouver son niveau de départ. En tout cas, remonter Pitta également, par exemple. Voilà. Et les doshas à ce compte-là, lorsqu'ils sont dans leur niveau de constitution de naissance, deviennent plutôt des forces, des énergies vitales, et ils sont même les racines, on dit vraiment les racines de la santé. Donc c'est extrêmement important de conserver. Quand on dit dosha à l'équilibre, maintenant vous savez ce que ça implique, c'est-à-dire de rester au plus près de sa constitution de naissance. Voilà. Je ne sais pas si c'est plus clair pour vous du coup. Oui, oui, c'est clair. Mais alors justement, le fait que ça soit associé comme ça à des éléments, on souvent dans cette transition de la ménopause ou en post-ménopause, on sent dans le corps qu'on a beaucoup d'air justement par des gaz ou des ballonnements, et puis on sent aussi cette espèce de brouillard mental. Est-ce que du coup, ça, on peut dire que c'est parce que eh bien, ce dosha-là, Vata, serait en déséquilibre? Tout à fait, tout à fait. Sur la période de préménopause, qui, selon les textes classiques, commence bien avant que on en parle en définitive lorsqu'on est une femme, on commence à rentrer en périménopause à peu près vers l'âge de 35 ans pour l'Ayurveda. Donc pour nous, ce n'est pas associé. Ouais, pour nous, ce n'est pas associé. Ouais, pour nous, ce n'est pas associé en Ayurveda à, comme ça peut être peut-être dans la société actuelle, à la vieillesse en fait, puisque c'est quelque chose qui intervient petit à petit dans la vie de la femme et qui s'installe progressivement. Même si on s'en rend pas compte tout de suite, il y a des petits changements qui s'installent comme ça très progressivement sur cette période-là, et Vata va progressivement augmenter. Alors, pourquoi ça va impacter différentes zones du corps
par exemple la sphère digestive, mais peut-être aussi tout ce qui est émotionnel, les pensées qui vont tourner en boucle, ce genre de choses. C'est parce que pour chaque dosha, il y a 5 sous-doshas, notamment un sous-dosha qui est en charge de l'équilibre mental, de la sphère plutôt psycho-émotionnelle, donc qui s'appelle Pranavata. Hein. Lorsqu'il se déséquilibre, celui-ci va créer des pensées perturbées, donc des pensées qui tournent en boucle, de l'anxiété, mais aussi peut créer tout ce qui est acouphène, vertige, par exemple. Alors qu'on a aussi un sous-dosha, Samanavata, qui va s'occuper, lui, de la digestion. Un autre, Apanavata, qui s'occupe du transit. Par exemple, hein, je ne vais pas vous faire un cours intégral, mais en fait, c'est pour ça qu'un dosha, comme il a des ramifications dans tout le corps, il va déséquilibrer à différents niveaux de l'organisme. Et c'est pareil pour Pitta et c'est pareil pour Kapha. D'accord. Oui, donc c'est assez complexe, cette histoire de dosha avec les sous-doshas. Donc c'est pour ça que c'est important d'aller voir une professionnelle qui pourra établir finalement son propre profil, puisque on est tous différents. Donc je suppose que tu dois Tout à fait. vraiment avoir la personne en face de toi ou en ligne, mais en tout cas pour connaître parfaitement ses déséquilibres et pouvoir ensuite travailler dessus, bien sûr. Et alors là, on va dire de manière générale, parce que bien sûr que c'est un sujet passionnant et j'aimerais tellement pouvoir faire des heures sur ce sujet, mais on va dire pour aujourd'hui, d'une manière générale, quelles seraient tes recommandations pour les femmes qui traversent cette transition? Parce que tu disais, du coup, en Ayurveda, finalement, c'est une transition qui se fait lentement, c'est presque un non-événement, c'est dans la vie, Exactement, c'est un non-événement. La vie qui continue et tout simplement, en Occident, c'est vrai que ça devient quelque chose de problématique et qu'on est submergé par énormément de symptômes. Est-ce qu'il y aurait un conseil, alors bien sûr, hein, de manière générale, qui pourrait, voilà, ou des recommandations pour traverser cette transition peut-être de manière un tout petit peu plus sereine? Tout à fait. Alors, pour ça, il faut comprendre qu'au moment de la préménopause, c'est 2 doshas surtout qui vont rentrer en concurrence. Le dosha Pitta, qui gère, si vous vous rappelez ce que j'ai dit au début, plutôt les hormones, et puis le dosha Vata, qui lui va prendre de plus en plus de place. C'est-à-dire que à partir de la ménopause jusqu'à la fin de vie très longue, bien sûr, avec l'Ayurveda, et en bonne santé aussi, eh bien, le dosha Vata va prendre de plus en plus de place et c'est vraiment le dosha qu'il va falloir, comme on dit en Ayurveda, c'est pacifier, diminuer. C'est vraiment celui-là. Mais il faut attendre que la ménopause soit installée complètement. Et encore, je vois régulièrement des personnes à mon cabinet, des femmes, qui même dépassé la ménopause depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, etc., ont encore le dosha pitta, donc ça se manifeste notamment par des bouffées de chaleur, les sueurs nocturnes, les flushs, là. Et elles ont encore ces problématiques-là, alors que normalement, ce dosha pitta devrait être, alors non pas éteint, hein, puisqu'on en a besoin pour vivre, mais en tout cas être contrôlé. Alors pourquoi c'est pas le cas? Ça peut avoir différentes raisons, des raisons notamment psycho-émotionnelles. Souvent remarqué que on se doute pas, mais le stress d'une contrariété ou d'une dispute avec son conjoint, avec ses enfants, un deuil, bien sûr, qui crée de la colère, ou même un problème professionnel, à ce moment-là de la vie de la femme, va vraiment l'embraser et augmenter Pitta de façon exponentielle par rapport à avant même. Donc on est assez sensible. Tout ça parce que si vous visualisez bien, le dosha vata, il est là et c'est de l'air.
Donc, visualisez bien ce que ça fait de l'air sur du feu. Voilà, et vous avez du coup la réponse de pourquoi cet embrasement. Alors, si je te dis ça, Isabelle, et puis je te dis vous parce que je parle aussi à tes auditrices, c'est tout simplement pour comprendre que il va falloir trouver, si je donne des conseils de façon générale, trouver des conseils qui vont harmoniser et en même temps et Vata et Pitta. Et le premier conseil, c'est déjà d'arrêter les excitants. Notamment, je pense à un excitant qui est monnaie courante et que j'adore moi-même et que j'essaye de consommer à petite dose, c'est le café. Et j'ai vu des bouffées de chaleur diminuer par pratiquement 99%, rien qu'en arrêtant le café dans l'alimentation. Parce que c'est une substance qui déséquilibre à la fois et Vata et Pitta et qui est extrêmement chauffante et extrêmement déséquilibrante rapidement. Hein. Donc, bon, bien sûr, le tabac et l'alcool, ça, vous imaginez bien que c'est extrêmement chauffant pour l'organisme et ça va déséquilibrer et Vata et Pitta. Donc, on évite les excitants, on évite aussi l'alimentation très relevée. Alors, je dis pas épicée parce que je trouve qu'il y a une confusion souvent entre nourriture épicée et nourriture piquante. Épicée, ça veut dire qu'on a mis des épices dedans. Et c'est pas forcément des épices qui sont extrêmement piquantes. Ça peut être du fenouil, ça peut être de la coriandre, et c'est là pour ça que ça va déséquilibrer Vata ou Pitta, bien au contraire. Par contre, on va éviter tout ce qui peut être vraiment très chauffant, comme le chili, des currys bien bien forts. Là, c'est pas vraiment le bon moment pour vous faire ce petit plaisir-là. Ou en tout cas, si vous le faites, ne soyez pas étonnés d'être réveillé par des bouffées de chaleur ou des sueurs nocturnes. Là, voilà. Donc déjà ça, je trouve que c'est vraiment un premier point. Et j'ai remarqué que souvent, lorsque les femmes que j'accompagne, elles font ça, déjà tout ce qui est de l'ordre de Pitta, ça pèse pratiquement de 90%. Donc c'est assez impressionnant et pourtant c'est des petites choses à mettre dans son quotidien. Après, pour ce qui est au niveau de la nourriture, il faut que la nourriture, à ce moment-là de la vie, soit nourrissante, mais pas lourde. Parce que à ce moment-là de la vie, on peut, donc avec le déséquilibre des hormones, avoir une capacité digestive qui est un peu fluctuante, un coup on digère, un coup on digère pas, etc. Et puis avoir une tendance à prendre du poids parce que le métabolisme de base diminue. Donc, on va pas avoir une nourriture lourde. On essaie de garder une nourriture chaude, cuite, mais pas lourde, enfin, vraiment digeste. Donc, c'est vrai que ça peut être pas mal d'éviter les céréales qui contiennent du gluten. Alors, non pas qu'on est fâché que le gluten en Ayurveda, hein, bien au contraire. Mais à ce moment-là de la vie, c'est un petit peu trop lourd pour la digestion. Bon, bien sûr, charcuterie, plat en sauce, viennoiserie, c'est pas consommer quotidiennement. Et puis quand vous le consommez, ce que je dis toujours à mes patientes, quand vous consommez, parce que bien sûr on n'est pas des ordinateurs, hein, même si je donne des recommandations, on va pas pouvoir les appliquer toutes d'un coup comme ça par l'opération du Saint-Esprit. On essaie de garder à 80% les recommandations que je donne, 20% on se fait plaisir et puis on observe. Ça nous sert aussi d'expérience. C'est-à-dire, bah oui, donc la raclette, par exemple, non, ce n'est pas un très bon, un très bon plat en période de ménopause, là, quand vous êtes dans des crises un peu chauffantes, parce que le fromage, c'est lourd, c'est très chauffant. La charcuterie, c'est très salé, donc ça augmente Pitta également. Enfin voilà, vous rajoutez des cornichons avec, et là c'est parfait. Mais au moins, vous allez vous faire plaisir sur le moment, ça c'est un fait. Et puis si dans la nuit, vous observez que vous avez la digestion qui est un peu plus lourde, qui a une bouffée de chaleur, que le lendemain vous sentez plus irritable, etc., mais vous saurez que à partir de là, cet aliment-là vous convient pas des masses, quoi. Donc, peut-être que la prochaine fois, vous allez réfléchir à 2 fois avant de proposer une raclette comme dîner convivial entre amis le samedi soir.
Voilà. Et je trouve ça aussi très intéressant que les personnes fassent leur propre expérience, de pas diaboliser les choses. Donc, dans là, ce que je peux dire, ne prenez pas tout comme argent comptant. Si vraiment vous avez envie de vous faire plaisir avec voilà du fromage et du vin et des épices, bah, faites-le, mais après observez ce qui se passe et vous verrez que vous pourrez vous-même tirer les conclusions de cela. Donc, et le dernier point, qui est pas au niveau alimentation, c'est qu'il faut absolument qu'en période de ménopause, la personne, la femme, prenne soin d'elle. Et surtout, ralentisse son rythme. Comme je t'expliquais tout à l'heure, Isabelle, en période de préménopause, ménopause, Vata et Pitta se déséquilibrent énormément. Et notre mode de vie actuel est un mode de vie qui déséquilibre Vata et Pitta énormément. Pitta parce qu'il y a une espèce de course à la performance où on veut toujours en faire plus, etc. Il faut être parfait en tant que mère, grand-mère, épouse, femme, aller faire son sport. Enfin voilà, on se met vraiment une grosse pression et ça, la pression mentale aggrave Pitta. Et puis Vata est très aggravé aussi par on a des modes de transport qui sont très rapides. On a des modes de communication très rapides. On a beaucoup d'écrans, donc ça aussi, ça rentre en ligne de compte et ça va déséquilibrer Vata. Donc l'idée, c'est peut-être de revenir à un mode de vie où on se laisse plus d'espace pour non pas faire, mais être avec soi. Et là, je trouve que c'est très intéressant la pratique effectivement du yoga pour revenir en présence à soi, avoir un peu plus d'indulgence et de bienveillance envers soi-même. Oui, Et ça voilà. va aussi être important. Oui, oui, je te rejoins complètement là-dessus. Alors, et sur l'alimentation, de regarder qu'est-ce qui nous convient dans le programme La Ménopause Academy, il y a un tracker justement pour noter tout ce qu'on mange dans la journée et voir les effets. Alors, c'est absolument C'est pas ça. quelque chose pour se culpabiliser parce que je me dis que c'est bon, on n'est plus là-dedans aujourd'hui. C'est apprendre à se connaître et voir, tiens, quand je mange ça, bah, ça m'a pas réussi. Pourquoi? Peut-être qu'il y a eu une contrariété aussi avant. On a mangé sur la contrariété, ce qui n'est pas forcément ce qui est mieux. Peut-être que cet aliment, je le digère mieux quand, voilà, quand je suis en bonne compagnie, que tout va bien, etc. Donc, je trouve que ça, c'est effectivement très, très intéressant. Et quand tu parlais aussi de ralentir un petit peu le rythme, c'est pour ça qu'on utilise dans le ménopause yoga aussi l'écriture. C'est des temps de pause avec des questions pour réfléchir un petit peu sur soi, ce qu'on n'a jamais le temps de faire parce qu'on cavale tout le temps après le temps, et quand on peut évidemment se reconnecter un petit peu avec la nature, marcher dehors, si on est à proximité d'une forêt ou même d'un parc, même si on est à Paris, il y a de très jolis parcs. Donc cette connexion-là, je pense qu'effectivement on perd pas de temps. En fait, on est toujours dans cette problématique où on se dit ah mais oui mais là je vais pas perdre du temps à aller marcher une demi-heure alors que je dois clôturer tel dossier. Mais en fait c'est pas justement, ce n'est pas perdre du temps parce que après on revient, on a l'esprit plus clair, on se sent mieux, le corps a bougé, c'est oxygéné, on s'est ancré également en marchant sur la terre. Donc tout ça, c'est vraiment prendre le temps de réfléchir en fait à ce mode de vie. Et je trouve que l'Ayurveda s'y prête parfaitement justement à cette réflexion-là. Et alors, donc là, nous enregistrons cet épisode dans la saison automne-hiver. Et je voulais avoir justement ton avis sur quelques conseils. Alors, tu as parlé de l'alimentation en général pour cette transition de la ménopause, mais alors là, on va dire de manière plus générale, quelle que soit notre phase au niveau de la ménopause, est-ce qu'il y a des conseils plus précis pendant cette saison d'automne-hiver? Je te pose cette question parce que autour de moi, j'ai des amis qui sont un petit peu obsessionnels avec leur poids et qui vont voilà. Et qui, lorsqu'on déjeune ensemble, me disent ah non non moi je prends qu'une salade. Donc moi ça me fait un peu hérisser les cheveux sur la tête et il y a rien à faire. Et parfois voilà dans la salade, moi j'habite le sud-ouest, hein, donc on va retrouver des gésiers, on va retrouver voilà des choses comme ça.
Et donc, je me dis, et moi, je suis là avec mon dalle de lentilles. Elle me dit, oh, tu manges ça, mais c'est pas trop lourd. Et moi, je suis super bien avec ça. Donc, j'aimerais avoir ton avis et tes conseils là-dessus. En tant que femme, on est quand même souvent en train de s'affamer ou alors on est devant notre feuille de salade. Euh, et c'est pas, je pense, hein, pas forcément la meilleure solution. Donc, surtout dans cette saison automne-hiver, est-ce que toi, tu peux nous en dire plus? Et pour Tout aller à un peu fait. plus loin sur l'alimentation, mais je Oui, voudrais justement aussi te demander quelques conseils au niveau des soins. Tu disais tout à l'heure qu'il fallait prendre le temps de prendre un peu soin de soi. Donc, qu'est-ce qui est préconisé dans l'Ayurveda, justement, dans ces soins? Qu'est-ce que toi, tu préconises? Donc, deux questions d'accord. dans cette Ok, question. 2 questions en une. C'est Voilà. parti. Alors, effectivement, moi aussi, ça me hérisse le poil quand je vois des femmes qui consomment que leur petite salade, surtout que, en définitive, il y a de fortes chances que à 5 heures ou à 4 heures, là, elles aient faim. Donc, indépendamment de ça, c'est vrai que la période automne-hiver, c'est une période où Vata, donc le dosha Vata, se déséquilibre énormément, tout simplement parce que les conditions climatiques vont faire que Vata, qui est un dosha qui est froid, sec et rapide, mouvant, va se déséquilibrer. Alors c'est simple, regardez par la fenêtre là, et puis je sais pas où vous habitez, mais j'espère que vous n'êtes pas sous les tropiques, sinon ça marchera peut-être un petit peu moins bien. Mais vous allez avoir à cette période-là de l'année chez nous, en tout cas en Europe, du vent, de la pluie, il fait froid, alors plus ou moins sec selon les régions. Et là, moi, je vous parle de Brest, donc la sécheresse, on ne connaît pas trop. Mais en tout cas, Vata se déséquilibre, ne serait-ce que par la température extérieure, le froid, le vent, et ça vient cette saison aggraver les symptômes de préménopause ou ménopause, puisque il y a une correspondance entre la saison qui augmente en Vata et votre moment de vie où Vata augmente. Du coup, et après je rentrerai dans le détail, mais du coup, c'est hyper important de comprendre que s'il y a bien un moment de vie où il faut respecter les conseils ayurvédiques pour la saison automne-hiver, mais c'est bien au moment de la préménopause et encore plus ménopause et encore plus post-ménopause. Mhm. Autant avant, on va dire avant 45 ans, on sent pas trop, voilà, on peut respecter, pas respecter, le corps va être assez indulgent et puis il a quand même une capacité d'autorégulation, que voilà. Mais autant après, le corps, 45, 55, 65, 75, 85, 95, 105, et je vous le souhaite 115, 125, eh bien, va plus vous pardonner les mêmes choses. Donc, les recommandations que je vais vous donner là, c'est des recommandations que on va souvent entendre pour la saison automne-hiver, mais qui sont encore plus à respecter dans cette phase de vie. Notamment, il faut absolument éviter les crudités. Les crudités parce qu'elles sont asséchantes. Et tout ce qui est boissons froides et aliments froids. Et là, vous allez forcément me dire, oui, mais du coup, mon petit yaourt ou mon petit fromage blanc qui sort du frigo, j'en fais quoi? Je le réchauffe? Non, mais on a des petites astuces. En Ayurveda, on a tout ce qui est épices et aussi des substances comme le miel qui vont pouvoir réchauffer en termes de, pas de température, en termes de qualité, par exemple, ce yaourt ou ce fromage blanc que vous allez consommer. Donc, soit vous pouvez éviter complètement tout ce qui est très asséchant, comme les crudités, et voilà. Soit vous rajoutez, par exemple, dans vos crudités, une matière grasse pour recontrebalancer le côté asséchant. Et pour tout ce qui est aliments et boissons froides, alors là, les bûches glacées à Noël, parce qu'on enregistre avant un peu avant Noël, ça, c'est vraiment pas top. Et lorsque vous pouvez pas éviter de consommer un aliment froid qui sort du réfrigérateur, pensez à rajouter des épices dans votre plat. Hein. Et pensez par exemple au miel. Alors plutôt en période de préménopause, ménopause, un miel assez doux, type miel de fleurs ou miel d'acacia, en petite quantité, dans les yaourts ou les fromages blancs. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un point très important.
bien sûr de consommer des bonnes graisses, parce que c'est aussi une période où, comme la femme prend du poids, elle a peur de consommer des graisses. Je pense que là, on parle de tes amis, Isabelle. Et au contraire, il faut absolument aller hydrater, non seulement avec des boissons, mais aussi avec des bonnes matières grasses, les tissus en interne. Parce que sinon, en période de ménopause, préménopause, les tissus s'assèchent et les muqueuses. Mais comment voulez-vous qu'elles ne s'assèchent pas si vous les hydratez pas? Là, pour ce qui est des huiles en interne qui correspondent aux 3 doshas et qui risquent pas de déséquilibrer notre ami Pitta, on a l'huile d'olive et l'huile de colza. Là, vous êtes OK sur ces 2 types d'huiles. Non pas que les autres ne sont pas des bonnes graisses comme l'huile de noix, par exemple, ou de noisette, mais ces 2 huiles-là, par exemple, ont tendance à augmenter Pitta. Et je fais un petit point sur l'huile de sésame, qui est souvent utilisée en cuisine asiatique. Ce n'est pas parce que c'est utilisé en cuisine asiatique ou indienne que c'est une bonne huile à utiliser en Ayurveda, puisque pour nous, l'huile de sésame est une huile qui vicie le foie et qui va augmenter Pitta en interne. Donc voilà. Pour ce qui est on parlait tout à l'heure d'alimentation épicée, eh bien vous pouvez utiliser justement des épices douces. Donc là, vous allez avoir par exemple le fenouil, la nette, la coriandre, la cardamome, ce type d'épices, un petit peu le cumin, mais c'est pas pareil, un petit peu la cannelle, mais ce sont aussi 2 épices qui sont très chauffantes, donc à utiliser avec parcimonie, mais voilà. Et comme ça va permettre aussi de pacifier Vata au niveau de la digestion, d'éviter justement les ballonnements, les gaz et toutes ces petites joyeusetés. Donc ça, c'est pour vraiment la partie alimentation. Donc on mange chaud. En fait. Chaud. Oui, chaud, on va manger chaud. Alors, chaud, tiède, en tout cas cuit. Voilà, cuit. Pourquoi je mets un petit bémol sur chaud? Parce que il faut quand même faire attention à la température chaude. Donc une boisson chaude ou un plat chaud en température va quand même avoir une petite tendance à augmenter Pitta. Donc à voir la femme comment elle le sent. Donc après en général en hiver avec le froid extérieur ça se rééquilibre. Voilà, et à elle d'observer un petit peu maintenant qu'elle sait que ce qui est trop chaud, par exemple un café chaud, là c'est sûr que Pitta va s'aggraver, donc les bouffées de chaleur dans la journée, enfin c'est pas étonnant, voilà. Mais à elle peut-être d'observer ce qui peut la déséquilibrer comme ça. Donc en tout cas cuit pour que ce soit vraiment digeste. Tout à fait. Et puis pour les conseils pour le corps, eh bien, bien sûr, j'allais dire bien sûr, c'est comme si tout le monde connaissait, mais l'automassage à l'huile. Parce que c'est, je trouve, encore assez peu connu et ça surprend un petit peu les femmes que j'accompagne, de leur demander de mettre de l'huile sur leur corps avant la douche. C'est vrai que ça les surprend toujours, et puis elles ont peur de pas avoir le temps. Mais en définitive, là, ce que je leur explique, c'est que c'est pas. Alors, bien sûr, on peut le faire le week-end, ça nous fait plaisir, hein. Mais c'est pas l'automassage où on sort les bougies, l'encens et la musique et tout. Enfin, on peut, hein, si on a le temps. Mais c'est vraiment une auto-application d'huile. Donc, on prend son huile vierge, et puis on la réchauffe. Alors, ça peut être un petit bain-marie, un petit chauffe-huile. Moi, j'ai même recyclé dans ma salle de bain un chauffe-biberon. Donc, voilà, avec un vieux biberon, voilà, comme quoi ça sert toujours. Et on la fait tiédir, enfin qu'elle soit vraiment un petit peu plus chaude au contact de la peau, et on va l'appliquer sur l'ensemble du corps, notamment sur les pieds, voûte plantaire, mollets, jambes, cuisses, bassin. On peut appliquer sur tout le corps. Après, je conseille aux gens quand même d'éviter sur le visage et les cheveux, parce que sur le visage, il y a peut-être des huiles différentes selon la texture de la peau. Et sur le cheveu, on peut le faire, mais c'est vrai qu'après, les cheveux vont rester un peu gras, même avec un shampoing. Donc, faut en mettre très peu, ou alors se faire ça un petit peu le week-end en mode masque.
avant la douche. Mais en tout cas, l'automassage à l'huile, c'est vraiment incroyable. Euh, et pas seulement au niveau de la peau. Parce que souvent, on se dit, bon, bah voilà, au pire, je vais avoir une peau sèche, j'ai pas eu le temps de le faire, tant pis, hop, 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 quoi. Mais en fait, il y a aussi, faut bien comprendre que ça diminue Vata sur l'ensemble du corps physique, mais aussi mental. Ça apporte vraiment un bien-être immédiat lorsqu'on doit sortir de chez soi. Et j'habite à Brest, hein, donc les intempéries, on connaît. Je peux pas sortir en automne-hiver sans avoir fait une auto-application d'huile. C'est devenu vraiment indispensable à ma routine de vie, encore plus à cette saison-là. Donc pensez pas que c'est juste un petit truc, tac tac, rituel beauté et non non, c'est vraiment une femme qui vient me voir en préménopause, ménopause. C'est évident que dans ses recommandations, elle aura l'automassage à l'huile. Est-ce que tu Elle préconises n'hésitera pas. une huile spécifique? Alors, on entend beaucoup dire que c'est l'huile de sésame, l'huile ayurvédique par excellence, et effectivement, c'est le cas, sauf qu'en période de préménopause, surtout à ce moment-là. Et même en ménopause, hein, comme j'expliquais, des fois, il y a des femmes qui ont encore beaucoup de pitta, de sueur nocturne, de bouffées de chaleur, de colère, etc. Donc moi, je préférais vous conseiller, vous allez trouver ça curieux, mais au moins vous êtes sûr de pas déséquilibrer pitta. C'est l'huile d'olive parce que elle est tridoshique, hein, c'est-à-dire qu'elle correspond aux 3 doshas. C'est une huile moi que j'utilise par exemple, moi je suis pitta donc que j'utilise l'été. Et donc elle est absolument pas déséquilibrante pour pitta. On ne sent pas on ne sent pas la vinaigrette en sortant de sa douche, hein, Oui, donc voilà. rassurez-vous tout va bien. On ne sent pas l'olive, on la sent juste au moment de l'application. Et sinon, il y a l'huile d'amande douce, qui est vraiment excellente pour la peau, qui est vraiment excellente pour Vata, pour Pitta, qui va faire le même job que l'huile d'olive, mais bon, par contre, elle est beaucoup plus onéreuse. Donc Oui, parce que après, quand tu parles d'huile peut-être d'olive, alterner les deux. c'est l'huile d'olive que tu achètes en grande surface? Complètement. Alors, ce qu'il faut savoir pour les huiles, un petit petite parenthèse, c'est que vous pouvez appliquer sur votre peau et même en Ayurveda, on dit que on applique sur soi que des choses que l'on pourrait manger. Donc même, surtout, je vous recommande pour vous d'appliquer l'huile de sésame ou d'olive ou bon amande, ça va être plus compliqué que l'on trouve au rayon bio qui sert pour la cuisine. Mhm. J'ai eu cette réflexion il y a pas longtemps d'une dame qui me dit mais je me sens pas en sécurité de mettre de l'huile de cuisine sur ma peau. Alors ça m'a beaucoup surpris Oui, parce que elle la met dans son corps, c'est oui. encore plus safe à l'extérieur qu'à l'intérieur. Voilà. Donc nous en tant que praticiens, on n'a pas le droit de faire ça. Quand on fait un massage à quelqu'un, il faut que ce soit une huile estampillée, cosmétique, bien-être, etc. Mais par contre, vous, chez vous, personne n'ira rien vous dire. Et c'est très, très sécure. Hein. Donc, ne vous inquiétez pas du tout pour ça. Bon, super conseil. Alors, je vais rajouter une petite anecdote, Ouais. euh, puisque j'ai pratiqué, et là, c'est vrai que ça fait un petit moment que j'avais laissé tomber, et tu vois, tu me donnes envie de recommencer, où effectivement, je me massais tous les matins avec de l'huile. Et ça a été, ça a déclenché des conflits avec mon mari qui en avait marre de rentrer après moi dans la douche et voilà, qui glissait tout ça. Donc, si on le fait, un petit conseil pratique, surtout, nettoyez bien votre douche après pour éviter voilà, les Les petites scènes conflits. de ménage et tu m'agaces avec ton huile Oui, et puis mais faites attention aussi en rentrant dans votre douche de pas tomber. de pas glisser. Voilà. Si vous avez cette peur de glisser, et puis selon l'âge que ton audience a aussi, Isabelle, vous pouvez très bien faire sur les jambes, l'ensemble du corps, hein, l'auto-application d'huile, et vous gardez l'application au niveau de la voûte plantaire parce que c'est une zone qui est très calmante pour Vata. Faire cette application d'huile le soir au coucher. Mhm. Vous pouvez dissocier un petit peu les deux. Et en plus, si vous avez des petits soucis d'endormissement, le soir au coucher, ça va vous calmer, puisqu'il y a pas mal de points réflexes sous le pied. Donc,
ça peut être un petit truc sympa et ça vous évitera le stress et le conflit. Donc le stress et le conflit de l'huile sur les pieds. Donc voilà. Mais je reconnais que c'est vraiment, voilà, que c'est une pratique qui est très agréable à faire. Et puis la peau, malgré tout, ensuite, elle est complètement soyeuse. C'est voilà, c'est vraiment rien que sur le Ah oui. ressenti, c'est extrêmement agréable. Vous n'avez plus besoin de crème, de choses sur la peau quand vous pratiquez ça. Il y a plus besoin de réhydrater d'une autre Voilà. façon et c'est complètement naturel. Donc la Oui, terre et oui, votre corps vous remercieront. oui. Je trouve que on voit d'ailleurs comment notre peau réagit parce que quand on a la peau très sèche, donc dû, comme tu nous as expliqué, à un vata qui va assécher, plus en période automne-hiver, bah, on voit l'huile hein, qui vraiment que le corps Ah absorbe oui, ce dont il a c'est vrai. besoin. Et ça aussi, c'est intéressant d'observer ça parce que voilà, notre corps est vraiment notre meilleur signe de ce dont on a besoin si on sait regarder, écouter. Et donc, c'est une pratique, oui, que tu vois, que je vais remettre en place dès demain. Parce que c'est Il y a vrai besoin que d'une petite pratique calmante aussi qui est peu connue, enfin pour les gens qui connaissent pas l'Ayurveda, c'est le fait de mettre. Par contre, là, on peut utiliser l'huile de sésame tout de même dans cette zone-là parce que c'est moins étendu. De mettre un petit peu d'huile de sésame sur son petit doigt, par exemple, et de s'enduire les cavités nasales et aussi l'intérieur de l'oreille. Parce que bien sûr, les orifices sont des espaces donc libres, sont donc des espaces où il y a de l'espace et qui sont très sensibles aux changements de température, au vent, etc. Et en faisant ce petit soin-là, alors déjà ça se voit pas. Vous mettez de l'huile, vous essuyez votre nez, vous essuyez un peu l'extérieur de l'oreille, personne ne le verra. Déjà, c'est pratique. Mais ça va vraiment aller calmer ce que je vous expliquais tout à l'heure, le vata de la tête, qui est pranavata, et ça va jouer sur les pensées, ça va jouer sur si vous avez des acouphènes, des vertiges. Donc, c'est vraiment bien en automne-hiver d'avoir cette pratique-là. Donc, quand vous huilez le corps, pensez également à vous huiler le nez, les oreilles, et vous allez passer une bonne journée. merci beaucoup Je sais pour pas ce si tu conseil, Christine. connaissais. Oui, oui, je connaissais. Oui, oui. Oui, oui, ben après, j'ai quelques petites pratiques comme le gratte-langue tous les matins. Ça, je peux pas ne pas le faire. Des Très choses bien, comme ça. Isabelle. Voilà, oui, je suis une bonne élève. C'est ça. Bon, alors là, écoute, tu nous as donné énormément de conseils précieux, donc je t'en remercie vivement. Alors, je termine toujours par cette question, mais bon, c'est vrai que ça a été très riche en informations. Je termine toujours en te demandant si tu as un rituel beauté ou bien-être. Donc là, tu nous en as beaucoup parlé. Alors peut-être, as-tu un rituel beauté qui correspondrait à l'Ayurveda et que tu voudrais bien partager avec nous? Alors, moi, mon rituel beauté préféré, c'est, je vous le dis tout de suite, hein, il n'y a rien d'extraordinaire, c'est l'automassage à l'huile. Si je devais faire deux choses le matin en me réveillant, c'est boire mon eau chaude ou tiède, les dames qui sont un peu amies avec Pita en ce moment, tout simplement parce que pour le système digestif, ça réveille en douceur le système digestif, ça a vraiment un effet sur le transit, la digestion, les ballonnements, donc ça, voilà, à tout âge, à toute saison, mais encore plus en automne-hiver, et l'auto-application d'huile sur la peau. Parce que je trouve qu'en un minimum de temps, avec ces deux pratiques, on a un maximum d'effet sur justement le dosha vata. Sur Voilà. le Par contre, visage? ouais, je peux vous partager une petite recette que j'adore à la maison. Une petite recette lorsqu'on commence à avoir des petits soucis de maux de gorge. Donc, je sais pas si ça va vous intéresser, mais et en général, c'est l'époque là où on a les rhumes et les maux de gorge. Et ça, c'est quelque chose que si vous faites ça, vous aurez plus mal à la gorge. D'ailleurs, depuis que je fais ça, je pense que voilà, je ne me rappelle pas le dernier mal de gorge, angine ou autre bronchite que j'ai eu. Je sais plus. Il s'agit de prendre de l'eau chaude, donc par exemple la quantité d'un mug d'eau chaude. Dedans, de verser une cuillère à café de curcuma et une demi-cuillère à café de sel. Voilà, vous mélangez. Et vous inquiétez pas, vous n'allez pas le boire. C'est en fait pour vous gargariser. Donc, en général, lorsqu'on a un mal de gorge
qui arrive, et là, ça va être l'époque. On va avoir une espèce de petit, comment dire, ça commence dans le fond de la gorge, ça gratte un peu, ça commence à faire mal. En général, on le sent. C'est vraiment le bon moment pour faire cette recette. Vous allez pouvoir faire matin et soir, et vous gargarisez au moins pendant 2-3 jours, mais des fois en une journée c'est fini, avec cette eau curcuma-sel. Et c'est vraiment extrêmement efficace. Comme on est vraiment en local, on va pas du tout assécher, enfin déclencher quelque chose au niveau de Vata. On ne l'ingère pas. Et par contre, ça va enlever tout ce qui est mucus qui peut se déposer dans le fond de la gorge et qui crée ces maux de gorge. Et non, ça ne va pas. Le sel ne va pas inflammer davantage. Je vais pas rentrer dans le détail, mais voilà, il y a des raisons ayurvédiques pour ça. Nous à la maison, moi-même. Donc, je l'applique et je suis en période de préménopause, parce que j'ai 47 ans. Mon conjoint l'applique, les enfants s'y mettent. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un super tips pour l'hiver Ah oui, qui arrive. Bien, À Christine. essayer. Oui, 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 à essayer. Bah, écoute, franchement, je te remercie énormément pour tous ces précieux conseils que tu nous as apportés. Et vraiment, je pense que ça va intéresser énormément de femmes qui vont écouter cet épisode. D'ailleurs, tu vois, bah, tout de suite, en direct comme ça, je vais te demander si tu acceptes de revenir sur mon podcast à la saison printemps-été. Avec plaisir, Isabelle, avec grand plaisir. Printemps-été, voilà, et où tu pourrais bah, justement là nous donner des conseils aussi pour traverser ces 2 saisons-là à la manière ayurvédique. Je pense que ça pourrait être vraiment très très intéressant. Et puis évidemment, je mettrai dans le descriptif de cet épisode eh bien ton lien pour te retrouver sur ton site internet et aussi sur ton compte Instagram. Voilà, si on a envie de te contacter pour se faire accompagner. Et Prépare un petit book de conseils également. Vous pourrez télécharger sur mon site. Ben écoute, ça c'est super, vraiment merci beaucoup. Et écoute, un très grand merci à toi d'avoir accepté mon invitation. Et donc, je vais te dire à bientôt pour un deuxième. Merci Isabelle pour cette invitation. Un deuxième épisode. Et merci à toutes d'avoir écouté notre échange d'aujourd'hui. Si l'épisode vous a plu, merci beaucoup. Eh bien, soit de commenter, de le liker, de le partager, et ça va beaucoup m'aider. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle écoute.